À Infomag ce soir, la STO dévoile les résultats d'un sondage, le demi-marathon Uniprix et un organisme de Gatineau, Itinérance Zéro. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Martin Perrault. Bienvenue à votre magazine Infomag du mardi 23 février 2016. Pour la toute première fois, à Buckingham se tiendra la Marche du Rhin, une marche pour la vie, le 22 mai de 9h à 13h au parc McLaren, au coin de l'avenue Buckingham et de la rue McLaren. Le but sera d'amasser des fonds et à sensibiliser le public à la santé rénale et à l'importance du don d'organes. L'idée de faire cette marche dans le secteur vient de l'équipe d'hémodialyse de l'hôpital de Papineau. L'événement permettra de célébrer dans une atmosphère familiale et d'aider financièrement et moralement cette cause. La marche est associée à la Fondation canadienne du Rhin. On écoute Sylvain Charon, le président d'honneur de l'événement. Alors, donc, c'est ça. Pour la première fois, la Fondation du Rhin, département de dialyse ici dans la région, a décidé de faire une marche pour le Rhin. Ça existait, ces marches-là existent un peu partout au Québec. Maintenant, on trouvait important là, que dans ces années de coupure et d'austérité, de parler un peu de notre centre d'hémodialyse ici qu'on a, parce qu'on est quand même chanceux d'avoir ce département-là ici, qui est implanté grâce à la participation financière très généreuse de la famille Kenney, qui a permis d'implanter le centre d'hémodialyse ici à l'hôpital de Papineau. Donc, pour nous autres, j'ai été approché là, pour être porte-parole, président d'honneur de cette marche-là. Puis on a trouvé très important pour nous autres de justement marquer non seulement le fait que la recherche là, au niveau de la Fondation du Rhin là, permet des avancées extraordinaires. Là. En tout cas, moi, depuis 23 ans, parce qu'il y a 23 ans, j'ai donné un rein. Depuis décembre 2015, il y a un nouvel organisme dans notre secteur. Il s'agit de la Corporation de développement touristique Basse-Lièvre, dont les fonctions seront entre autres de mettre en évidence l'histoire et le patrimoine de notre région. Isabelle Chaput, présidente de l'organisme, nous explique les objectifs recherchés par la corporation. C'est un besoin exprimé dans la communauté, là, vraiment de faire valoir puis de mettre en valeur les richesses du secteur, les richesses naturelles, les richesses historiques et industrielles de l'endroit. Puis ce qu'on voulait faire aussi, c'est la dynamisation, dans le fond, du secteur, la dynamisation économique, puis mettre en valeur là, les richesses qu'on a ici là, dans le secteur. L'un des grands projets de la Corporation de développement touristique Basse-Lièvre serait de regarder les possibilités pour redonner vie à la gare de Masson, qui n'est pas en très bon état actuellement. Madame Chaput nous donne plus d'explications. C'est l'élément clé, dans le fond, de la mission de la Corporation. On veut explorer la possibilité de la faire revivre. Ce dossier-là a déjà été étudié par le passé. Donc, on est prudent. On regarde ça, voir qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut le faire là, dans une approche qui est très prudente. Donc, on commence tranquillement dans cette étude-là. Bon, on va regarder, voir si on pourrait, comment on pourrait la rebâtir puis comment on pourrait aussi la remettre en état. Une enquête de satisfaction a été menée par la firme Léger concernant la Société de transport de l'Outaouais. Cette enquête s'est déroulée entre le 5 et le 22 décembre auprès des résidents de la ville de Gatineau âgés de 18 ans et plus et ayant effectué au moins 4 déplacements sur le réseau de la STO en novembre 2015. Pour notre secteur de Buckingham et Masson-Angers, les résultats démontrent qu'il y a des gains au niveau de la satisfaction dans les temps de déplacement. Voici le président de la STO, Gilles Carpentier. Oui, en fait, au niveau de la méthodologie, c'est un sondage qui a été tenu au mois de novembre. Et c'est un sondage où l'échantillonnage au complet était de 1000 personnes et il y a 300 de ces répondants-là qui venaient de Buckingham, Masson-Angers. Ce qui est intéressant, c'est que vous savez que depuis notre élection, on a investi quand même assez considérablement dans l'amélioration de l'offre de services à Buckingham, Masson-Angers. On a maintenant la 95 qui est un circuit
sans correspondance. Et la même chose pour la 93 qui dessert Masson-Angers. Et on voit dans le sondage des augmentations dans 6 des 7 indicateurs. On a 7 indicateurs. Donc, le taux de satisfaction est très élevé, en tout cas suffisamment élevé, moi, pour me rassurer qu'on a pris les bonnes décisions. Nous avons également discuté avec M. Carpentier concernant la sécurité au niveau des pneus utilisés par le transporteur sur les autobus. Des chauffeurs dénonçaient que les autobus sont mal chaussés pour affronter l'hiver. Les pneus utilisés présentement sont à rayures, alors que d'autres sociétés de transport utilisent plutôt des pneus à traction qui seraient plus efficaces en période hivernale. On écoute M. Carpentier à ce sujet. Je veux rassurer tous les usagers et tous les utilisateurs du transport en commun de l'Outaouais. Je veux rassurer aussi les chauffeurs que les pneus sont des pneus sécuritaires. On a eu une demande de la part du syndicat d'examiner la possibilité d'utiliser des pneus à traction parce que pour des autobus, des pneus d'hiver, ça n'existe pas. Et on a créé en fait un projet pilote. Le conseil d'administration a été informé de la situation en novembre 2014 et on a mandaté la direction de mener un projet pilote, ce qui est en cours présentement. Le projet pilote vise essentiellement à faire la cueillette d'informations à 2 aspects, de l'information empirique qui va venir de l'expérience de nos chauffeurs. En passant, nos chauffeurs, dans le sondage, ont obtenu une cote de 8 sur 10, qui est extraordinaire. Donc, on compte sur la compétence de nos chauffeurs à recueillir de l'information empirique et de l'information scientifique via un mandat qu'on s'apprête à donner au Centre national de recherche du Canada pour prendre une décision la plus éclairée possible, à savoir s'il est nécessaire de changer les pneus actuels à des pneus, ce qu'on appelle des pneus à traction. Je vais souligner ceci, c'est que le projet pilote dont je parle est un projet pilote avec un impératif de sécurité et ce n'est aucunement un projet pilote avec un impératif budgétaire. Et je tiens à le préciser parce que ce qui est véhiculé dans les médias, c'est le message contraire et je tiens à préciser qu'en aucun cas, il va y avoir des compromis de fait sur la sécurité des usagers. Le demi-marathon Uniprix en 5e édition cette année, le tout au profit de la Fondation Santé de Papineau. Ça aura lieu le 12 juin prochain dans le secteur Buckingham. Des marcheurs et coureurs ont déjà commencé à s'inscrire aux différentes distances, que ce soit 1 km, 5, 10 ou 21,1. Il faut s'inscrire avant le 15 avril pour bénéficier du tarif spécial de prévente. L'organisation de cette activité est soutenue principalement par la pharmacie Uniprix Côté, Charbonneau et Savoie. Je vous invite à écouter Isabelle Plouffe qui nous explique l'étendue du territoire desservi par la Fondation Santé Papineau qui bénéficiera du demi-marathon. Bien, la Fondation Santé de Papineau couvre un grand territoire qui est celui de Papineau, qui comprend la vallée de la Lièvre et la Petite-Nation. Puis nous, par des activités, puis par les dons de nos donateurs, bien, c'est sûr qu'on promouvoit l'amélioration des soins et services dans les 6 installations du territoire. Donc, on parle de l'hôpital de Papineau, le CLSC de la Petite-Nation, la CLSC de la Lièvre, à Buckingham et à Val-des-Bois, et les CHSLD, Petite-Nation et Vallée de la Lièvre. Donc, vraiment, les argents ramassés grâce à nos activités, donc le demi-marathon, servent à être investis dans ces installations-là. Évidemment, pour plus d'informations sur le demi-marathon Uniprix, www.fondationsantépapineau.ca. Nous avons aussi rencontré Pierre Daou, qui est coureur et membre du comité organisateur du demi-marathon. Il va nous donner un aperçu de qu'est-ce que ça prend pour participer à ce marathon. J'ai été marathonien, j'en ai fait 32, puis je fais beaucoup de courses à pied. On m'avait demandé qu'est-ce que ça prenait pour faire ça, puis j'ai toujours répondu la même chose. Ça prend 4 choses essentiellement. Ça prend un peu de courage, une certaine détermination, de l'énergie et être fou. Être fou dans le sens de rester l'enfant qu'on a toujours été, mais qu'on a mis un peu dans le garde-robe. Alors, ce qu'on veut faire, justement, le 12 juin prochain, c'est de dire aux gens, bien, pourquoi vous souvenez pas de l'enfant que vous avez été, puis
ça va vous donner l'idée d'aller simplement s'amuser, puis en même temps d'amasser des sommes d'argent pour la Fondation. C'est ça qui est le but, hein? Alors, le faire pour soi, mais le faire en famille, le faire avec les voisins, avec les voisines, puis en même temps, pour quelqu'un comme moi qui est du milieu de l'éducation, c'est un moment privilégié pour donner l'exemple, hein? Nous avons reçu en entrevue lundi dernier, dans le cadre de l'émission Tribune locale, M. Benoît Leblanc, qui pilote le projet Itinérance Zéro à Gatineau. Itinérance Zéro, c'est un groupe de personnes qui travaillent bénévolement avec beaucoup de cœur afin de donner un coup de main aux personnes itinérantes de Gatineau. Et ce n'est pas le travail qui manque. M. Leblanc doit parfois travailler une 50aine d'heures par semaine pour tenter de subvenir aux différents besoins des plus démunis. Force est de constater qu'il est rare dans une vie de rencontrer une personne aussi charitable, appuyée par une équipe dévouée de bénévoles et qui ne prend que comme salaire la satisfaction d'aider son prochain. Je vous invite d'ailleurs à regarder un extrait de Tribune locale. Itinérance Zéro, c'est un groupe de personnes, c'est toutes des personnes volontaires sur Facebook qu'on a un objectif en tête, essayer de faire une différence puis d'aider les sans-abri dans leurs besoins tous les jours. Mais juste pour mettre une parenthèse claire, Itinérance Zéro, on n'essaiera pas de prendre la place de un ou de l'autre. Notre mission, c'est vraiment d'agir où il y a une carence au moment présent. Si la carence est au niveau nourriture, on va essayer de combler ça avec les personnes qui sont sans abri, ceux qui sont éjectés des refuges pour X raisons, de sécurité ou autre. Puis s'ils ont besoin de vêtements, ces choses-là, on va essayer d'aider. S'il gèle dehors, bien, on en a une remorque, on l'a chauffé, on essaie d'agir où est-ce qu'il y a un manque dans le système. Un besoin immédiat. Oui, un besoin immédiat. Cette émission complète de Tribune locale sera disponible dès cette semaine sur le site Internet de la TVC au www.tvc.qc.ca. Et évidemment, vous pouvez nous regarder sur la chaîne 9 de la TVC. Si vous désirez contribuer à Itinérance Zéro ou pour plus de renseignements, aimez leur page Facebook Itinérance Zéro ou téléphonez tout simplement au 819-923-9110. Annick Labelle, une résidente de notre secteur, a décidé de marier l'art et l'environnement en fabriquant de toutes pièces des lampes écologiques. En effet, ces lampes sont non toxiques, fabriquées en coton à 100% avec un éclairage au DEL anti-feu. L'artiste aimerait commercialiser ses œuvres dans les commerces de la région et voudrait les faire enregistrer comme étant les premières lampes écologiques au monde. Par contre, un brevet coûte entre 1 000 et 2 000 $, ce qui est trop dispendieux pour la dame en ce moment. Madame Labelle a un grand plaisir à fabriquer ses produits et en est très fière. Elle se dit que si au moins un commerce acceptait d'offrir les lampes sur ses tablettes, ce serait un excellent départ. Madame Labelle nous explique comment lui est venue l'idée de fabriquer ces lampes. Bien, j'en cherchais une, j'en ai pas trouvé, fait que j'ai décidé de l'inventer. En coton, je la voulais très légère, accessible à tous, pas besoin d'électricien. Elle va à terre, elle va sur le mur, au plafond, sur la table. Elle peut servir de veilleuse, de lampe de jour, de lampe de table pour la cuisine. Et puis, elle est extra légère. Les lampes sont vendues au coût de 65 $ et il y a plusieurs choix de couleurs disponibles. Pour joindre l'artiste, composez le 819-766-2058. Et vous savez, il y a une tempête de neige qui est annoncée cette semaine, alors n'oubliez pas d'acheter vos cartes pour le Télébingo au profit de la TVC. Les cartes sont en vente dans la plupart des dépanneurs ici de la région et il y a des beaux prix à gagner, donc n'oubliez pas vos cartes dans les dépanneurs de la région. Dans quelques secondes, je reçois Jean-Paul Perrault d'Impératif français. Il sera entre autres question de la Franco-Fête. Monsieur Jean-Paul Perrault, président d'Impératif français, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Bienvenue à l'émission. Bien, écoutez, quand on parle de plaisir, c'est aussi le mien. Vous comprendrez que de venir ici dans le secteur Buckingham
passer du temps avec de bons amis comme vous, ça me fait grandement plaisir. Et Impératif français organise encore une fois cette année la fameuse Franco-Fête. J'aimerais que vous me parliez des grandes lignes des festivités de cette année. Bien, je pense d'abord qu'on devrait définir ce qu'est la Franco-Fête. C'est une célébration à la langue française, c'est une célébration à la francophonie. Vous comprendrez avec nous que la langue française, c'est plus qu'un moyen de communication. C'est une vision sur le monde, c'est une façon différente de vivre le monde, d'exprimer le monde, de le chanter, de l'écrire, de le voir, de l'exprimer. La francophonie a beaucoup à offrir. La francophonie est présente sur les 5 continents. Il y a à peu près 80 pays ou gouvernements membres de la francophonie. On parle d'un ensemble linguistique puissant, une puissance commerciale, une puissance culturelle, et elle fait contrepoids à ce vaste courant de nivellement culturel, ou si vous préférez, d'américanisation. Vous comprendrez avec nous que la culture américaine, et si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis et ce que les États-Unis font dans le monde, il y a lieu de comprendre que le monde a tout à gagner en ayant plusieurs modèles culturels. La francophonie en est un. C'est un ensemble intéressant. Et dans ce modèle culturel qu'est la francophonie, le Québec y occupe une place très importante. Le Québec sait faire. Le Québec a plusieurs grands artistes, a plusieurs grands écrivains, a plusieurs grandes universités, des centres de recherche, des entreprises qui exportent internationalement, des artistes qui rayonnent internationalement, des médias, des émissions télévisuelles de très grande qualité, un cinéma qui est présent sur l'ensemble de la planète. Le Québec sait faire, le Québec est très présent. Et ça vient confirmer ce que je vous dis, la francophonie a un grand avenir. Et quand on célèbre par la Franco-Fête, quand on célèbre la langue française et la francophonie, on célèbre à la fois le Québec. Le Québec dans la francophonie, mais le Québec sur la planète. Le Québec qui bâtit l'avenir. Ce n'est pas un regard uniquement sur le passé, le Québec ou la francophonie. C'est un regard sur l'avenir. C'est une vision. On veut bâtir l'avenir dans lequel on va se distinguer, dans lequel on va rayonner, dans lequel on va grandir, dans lequel on va progresser, prospérer. C'est ça la Franco-Fête, c'est ça Impératif français, c'est ça la francophonie. Et pour le célébrer, bien sûr, on a mis sur pied, et là j'arrive à votre question, avec plein d'artistes de grands talents. Et ça existe, c'est la 20e édition d'ailleurs, c'est la 20e édition de la Franco-Fête. Impératif français l'organise ici en Outaouais depuis 20 ans. On offre à la population une occasion de se fêter, de se célébrer. Je crois qu'on devrait le faire en tout temps, mais encore plus particulièrement à la Fête nationale du Québec, à la Saint-Jean pour les francophones hors Québec, ou encore à la Franco-Fête. La Franco-Fête Fanny Bloom, à la Bazoche, il y aura un spectacle de blues entièrement en français au Petit Chicago avec Mike Dewey, Émile Bilodeau également au Cabaret La Bazoche, Micheline Scott qui va chanter Piaf, cette grande dame de la francophonie, Marat Tremblay également à la Bazoche, un spectacle pour le jeune public, le Jardin de Babel, une pièce de théâtre avec Faire l'amour à partir d'une collection d'histoires. Un match d'improvisation présenté par les étudiants du Cégep de l'Outaouais, un cabaret, il y a plein de... Il y en a beaucoup. Et là, je pense que les gens qui nous écoutent vont être très contents. Vous savez, quand on fait la promotion de la francophonie, on fait la promotion du respect de l'environnement, de la biodiversité, de la diversité culturelle. Eh bien, le 20 mars, qui est la journée internationale de la francophonie, Impératif français va recevoir Stephen Guilbeault, d'Équiterre, le directeur général d'Équiterre, celui qui, on voit sur à peu près tous les grands écrans dans le monde, qui fait la promotion de Sauvons la planète. Et le développement durable, qui prend position pour le respect de l'écologie, qui s'oppose aux gaz à effet de serre, qui s'oppose au réchauffement de la planète. Ben, il viendra parler de développement durable et d'environnement, mais en lien avec l'environnement culturel. Ben, l'environnement culturel en Amérique du Nord, la protection de l'environnement culturel, ben, c'est ce dont on parle ici, c'est la promotion de la francophonie, c'est la promotion du Québec. Monsieur Perrault, une petite question.
je vous lance un défi pour 2017 ou 2018. Allez. Ça serait tellement plaisant qu'Impératif français organise une activité où vous viendriez faire un tour à Buckingham ou Masson ou Angers ou l'Ange Gardien. Ce serait très agréable. Et je vais vous dire, la Franco-Fête repos, c'est un concept de convergence. Plusieurs activités de la Franco-Fête, ce sont des activités qui sont créées et mises en place par des partenaires. S'il y avait ici à Buckingham un partenaire qui, pendant la Franco-Fête, mettait sur pied une activité entièrement en français, ou à Chénéville, ou au lac Chivas, avec plaisir, mais avec plaisir. Et Maniwaki, c'est ce qu'on a au Phare-Coulonge. C'est ça la Franco-Fête. Mais où est-ce qu'on peut avoir de l'information sur la programmation? Dans le site web d'Impératif français, à www.impératif-français.org. Il y a plein de choses intéressantes. Vous savez, Impératif français, c'est un mouvement de société, c'est un carrefour Internet. C'est rempli d'informations intéressantes. Et comme je vous disais, c'est le mouvement Impératif français. Bien, écoutez, le Québec est Impératif français. Monsieur Perrault, le temps est écoulé, mais ce que je veux dire, c'est que je vais vous réinviter à un moment donné pour une émission plus longue, là, parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Voyons, ça me fait grandement plaisir. Bonne soirée, Monsieur Perrault. Merci. Et oui, c'est les sports avec notre ami François Croteau. Bonsoir, François. Bonsoir, Martin. Tu veux nous parler du Roadrunner de Buckingham? Oui, effectivement. On débute avec ça ce soir. Il s'agit de M. Laurier-Paquette. Il est âgé de 72 ans. Et pourquoi on l'appelle justement le Roadrunner? C'est qu'il court environ entre 40 et 55 km par semaine. Alors, c'est pas peu dire. Il participe aussi à des demi-marathons à chaque année. D'ailleurs, il en a fait un en Toscane, en Italie, pas plus tard qu'en octobre dernier. Naturellement, il était le participant le plus âgé. Petit fait cocasse, au 18e kilomètre, les bénévoles qui étaient sur place, on sait que le long des parcours, on donne de l'eau. Lui, il avait le choix entre de l'eau, du jus et du vin. Il s'est pris un petit verre de pinard et il a continué sa course. Pourquoi pas? Oui. Écoutez, c'est ça, il courait, il a aussi, pendant sa jeunesse, là, il a couru de nombreux marathons. À l'âge de 65 ans, il a décidé de réduire. Mais là, il a quel âge? Là, il a 72 ans. OK. Alors, à 65 ans, il a dit, je vais réduire un peu, je vais faire seulement des demi-marathons. Il court comme ça maintenant depuis 50 ans. Écoutez, là, c'est incroyable. Et le prochain défi pour M. Paquette, ça sera un demi-marathon en Irlande. Et naturellement, il va participer aussi au demi-marathon de la Fondation de la santé de Papineau à Buckingham en juin prochain. Et au hockey, le tournoi Royal Brassard, l'Outaouais qui domine. Oui, ça a été une fin de semaine royale, on peut le dire, pour les équipes de l'Outaouais. C'était la 20e édition et les trois équipes, c'est-à-dire qu'on a raflé les grands honneurs dans les trois catégories, les équipes de l'Outaouais. Ça a débuté avec l'Intrépide de l'Outaouais dans la catégorie 3A, qui, après avoir perdu les deux premiers matchs, se sont quand même bien ressaisis et ils ont finalement disposé du National de Montréal en grande finale par le pointage de 2-1. Au niveau 2A, les Olympiques de Gatineau, eux, l'ont eu peut-être un petit peu plus facile. Ils n'ont pas perdu pendant la fin de semaine. Ils ont remporté la finale par le pointage de 5-1 contre les Cascades de Bois-Franc. Peut-être le match qui a été le plus serré, c'est au niveau du 2B, où les ambassadeurs de Gatineau ont quand même créé une certaine surprise en disposant des voisins de Papineau en fusillade. Alors, c'est dommage que les tournois c'est-à-dire que les matchs de championnat en viennent à une fusillade, mais quand même, il faut féliciter tous les organisateurs, tous les joueurs qui ont participé. Ce fut une fin de semaine relevée en hockey. Et il n'y aura pas de séries éliminatoires pour les Flames? Non, on sait qu'on en avait discuté, là, que le chiffre magique, là, ou satanique, là, comme on l'avait dit, était de 2. Les Flames avaient subi tout d'abord une défaite en prolongation vendredi contre Valleyfield. Donc, techniquement, il était encore dans la course.
Mais dimanche, là, du côté de Terrebonne, ça s'est détérioré énormément. Ils ont perdu par un pointage de 14-1, ce qui mettait là, un terme aux espoirs. Il faut souligner aussi, je sais qu'on en a parlé beaucoup dans les journaux, Simon Danfous, l'ancien porte-couleur là, des Mustangs de Gatineau, a été victime d'un grave accident de la route. Et en signe de solidarité, bien, les deux équipes ont apposé là, des autocollants sur leur casque, même Valleyfield, là, avec le numéro 94, afin de souligner, là, de souhaiter bonne chance à Simon pour son rétablissement. Et début pour les Vikings, la première ronde contre Cumberland. Effectivement, on sait que les Vikings ont terminé au premier rang là, de la section. Ils défendent leur titre. Alors, ça va commencer samedi. Les matchs ont débuté samedi et dimanche. Une victoire et une défaite du côté des Vikings. Et ça va se poursuivre à compter de vendredi à Papineauville à 20h20. Et ça va jouer samedi à Cumberland à 19h30. Et le 28, l'ultime match, si nécessaire, va jouer. Ça serait le cinquième match, va jouer à Papineauville à compter de 14h30. Alors, quand même, 3 parties en 3 soirs. Là. Il va sûrement avoir quelques feux à la mèche là, du côté de Papineauville. Donc, c'est à suivre. Ils défendent leur championnat. Et du côté de l'Intrépide? Oui, eux aussi vont débuter leur séries éliminatoires. Ça commence ce soir, mardi et mercredi. Ça se déroule du côté du complexe Branchot-Brière. Les 2 premiers matchs sont à domicile. Les 3 suivants seront à l'extérieur parce qu'on rencontre Rivière-du-Loup. Question de voyagement, là, c'est plus simple de cette façon-là. Et parle-nous de curling maintenant. Oui, une belle nouvelle pour Pierre Charette, qu'on connaît très bien ici dans la région. Il sera intronisé au temple de la renommée du curling canadien. Lui, il l'a appris alors qu'il se remet d'une intervention chirurgicale. Il s'est dit naturellement agréablement surpris. La cérémonie va avoir lieu à Ottawa lors du Brier qui va se dérouler là, du 8 au 15 mars prochain. Écoutez, M. Charette, c'est champion du Québec à 7 reprises de 1989 à 2007. Il a participé à la finale du Brier à 2 reprises avec Guy Hemmings. C'est le seul joueur qui a participé au Brier dans les 4 positions, le premier, deuxième, troisième et skip. Écoutez, ça a été un acteur de premier plan au niveau du développement des séries, de la série Grand Chelem de curling. Et c'est lui qui s'est battu pour que les championnats provinciaux se disputent dans des arénas au lieu que dans les clubs privés, afin de préparer les équipes à l'atmosphère qu'il peut avoir là, justement dans un aréna, contrairement à une enceinte plus restreinte. Écoute, François, c'est malheureusement tout le temps qu'on a, mais on va se reprendre un peu plus de sport mardi prochain. Effectivement. Merci beaucoup. Bonne soirée, François. Alors, c'est tout de notre côté. On vous souhaite une excellente soirée sur les ondes de votre TVC local. Au revoir. En 1942, la compagnie Erco signe une entente avec le gouvernement fédéral pour participer à l'effort de guerre. Un bâtiment sera érigé sur la rue Paluc où des capsules à phosphore pour obus et des grenades à fumigène au phosphore seront fabriquées. L'usine d'assemblage sera nommée Projet 29. The parent company of the company here, Albright & Wilson, took rock from Florida to England, but with the Battle of Atlantic, getting things across the Atlantic was a problem. So at the expense and request of the government, the Buckingham plant was expanded and phosphorus was produced here, packed in drums and shipped to Britain and used both for civilian and wartime use. One big operation was called the Project 29, the shell plant operation. But they found that a mixture of red phosphorus and shellac would make a beautiful dark brown smoke. They were made by the hundreds of thousands
They employed about 300 girls, I think, 100 on each shift work there. Il fallait avoir 18 ans pour rentrer dans ce plan-là parce que c'était très dangereux. Puis la journée où j'ai eu 18 ans, je suis allée me présenter, puis j'ai été engagée. Je pouvais aller travailler dans le département de ce que c'est. La première chose qui se faisait, ils mettaient des petites canettes. C'est environ 8 onces. La petite canette, après ça, il y avait un petit bouchon, la grosseur d'un 25 sous, qu'on déposait sur la petite canette. Ça marchait sur une slide. Et puis, il fallait souder le petit bouchon. De là, ils mettaient ça sur une table. Puis là, ça s'en allait à peu près à 10 pieds. Là, c'était un grand bassin d'eau. S'il y en avait une qui coulait, ils mettaient une épingle à linge pour montrer qu'elle avait un défaut. Quand c'était fini, que tout était parfait, là, c'était emporté dans un autre département. C'était mis dans des tubes. Ça, c'était mis dans des boîtes scellées parce que ça s'en allait pour la guerre. Moi, je me suis fait brûler sur un pied. J'ai eu des reliques à peu près pour 30 ans de ça.